Bonjour à tous, on est à Dieppe cette semaine chez MV Agusta, mais exceptionnellement l'émission sera décalée à vendredi parce qu'on vous réserve une petite surprise. D'ici là, on va vous réserver quand même le débrief des essais de Sepang avec Michel Turcot qui est revenu de Malaisie. Salut Michel. Salut David. Tu as rencontré quelques personnages importants du MotoGP, tu peux nous dire qui? Bon, alors on a commencé avec Davide Tardozzi qu'on a interrogé avant le début des essais pour parler un petit peu des prospectives Ducati sur cette saison. Ça tombe bien, les Ducati ont fait les 4 meilleurs temps de cette séance d'essais. Et puis on a également rencontré Hervé Poncharal, là encore, pour nous parler de sa saison 2019 sous les nouvelles couleurs KTM. On va tout de suite écouter Davide Tardozzi par Michel. Non, je crois que Marc Marquez, il a le numéro 1, il est le champion du monde et c'est lui le favori, mais je crois que nous, on sera là pour se battre pour le championnat. Marquez est blessé, il a repris l'entraînement il n'y a pas très longtemps. Lorenzo est blessé, il n'est pas au test de Sepang. On peut quand même dire que Honda ne commence pas l'année à 100%, donc c'est peut-être aussi un avantage pour Ducati. Peut-être, mais la première course, c'est dans 5 semaines. Et je crois que les chattes, pourquoi Marquez, c'est comme une chatte, il va être là-bas et Lorenzo aussi. On est sûr que pour la première course, ce n'est pas la première, la deuxième, ils seront en forme. La clé va être la constance. Pourquoi on doit être toujours là-bas, fait pas des erreurs comme on a fait l'année passée, et quand il y a la possibilité de gagner, gagner comme on n'a pas fait allemand l'année passée. La clé, je crois, que va être la constance. On verra. Et Danilo, il est, comme tu dis, une bête, une scommessa pour nous. Et je crois que Danilo, il va être beaucoup plus fort que l'année passée. Et on croit qu'il peut se battre pour les podiums beaucoup de fois et aussi pour gagner des courses. On croit que lui, il va monter. Et Dovi? Dovi, pour l'instant, c'est un pilote il est un pilote des premiers 3 pilotes du championnat. Il a montré dans les derniers 3 ans. Je crois que Dovi s'est changé dans le début avec Ducati et maintenant il est un top rider. Il a un top rider, lui c'est un top rider. On a fait des petites choses pour la moto, il a été un bon moto l'année passée aussi, mais la meilleure moto, je ne sais pas pourquoi. Tous les motos, ils ont des points forts et des points moins forts. Pour nous, la vélocité du virage, c'est encore un gros problème. La Suzuki, c'est plus vite, Honda, c'est plus vite, Yamaha, c'est plus vite dans ce côté des virages. Et on croit qu'on a des points forts qui sont accélération et freinage, mais il faut encore travailler sur beaucoup de choses. Je crois qu'on a Pecco, qui c'est sûr qu'il est un très bon pilote, surtout pour les futurs, et on croit que aussi Miller il va monter cette année. On croit qu'on a 4 très forts pilotes. Il doit être jeune et dès qu'il va montrer son puissance contre Dovi, ça va jouer le championnat et je crois que Danilo va gagner. Voilà, merci pour cette interview de Davide Tardozzi. Michel, tu étais à Sepang, il fait un peu plus froid ici. Un petit peu David. Un petit peu, mais tu nous as débriefé les essais de Sepang à chaud. À chaud, très à chaud. Hein. Très à chaud, on regarde ça tout de suite. Clairement, on retrouve 4 Ducati aux avant-postes. Petrucci devant la surprise Bagnaia qui lui roule avec une GP18 contrairement à Petrucci qui avait une GP19. Et puis derrière Miller et Dovizioso aussi avec deux motos 2019. Donc 4 Ducati devant, impressionnant. Alors après un petit bémol.
Il faut l'analyse des chronos sur ces essais, il faut quand même prendre un peu de réserve. On sait que ça roule vite le matin, donc là on a des pilotes qui ont profité parfaitement de la dernière matinée pour aller faire claquer un chrono et descendre dessous la barre des 59, ce qui est remarquable. C'est en dessous du record de Lorenzo. Vinales qui est juste derrière, bon, pensait améliorer en fin de journée, comme ça c'était fait sur les 2 premières journées où la piste refroidissait un petit peu. Malheureusement le dernier jour la piste elle a jamais été dans des conditions aussi bonnes qu'en début de matinée, donc il n'a pas pu améliorer son chrono. Donc voilà, bon, il faut vraiment exploiter le bon pneu au bon moment. Donc bon, et puis la plupart des pilotes, enfin tous les pilotes d'ailleurs, ne sont pas là pour chasser un chrono, mais c'est la première séance de test de l'année, on le répète. Les ingénieurs ont travaillé pendant 2 mois, il y a beaucoup de choses à essayer, donc on est là avant tout pour faire du tri et préparer le début de saison, pas pour impressionner les adversaires, même si tous les pilotes ont ça en tête. Quoi qu'il en soit, les Ducati ont vraiment fait du bon boulot, notamment les deux Ducati officiels. Petrucci et Dovizioso semblent s'entendre vraiment comme larron en foire. Ils travaillent ensemble, ils développent. Alors déjà, ils ont des styles comparables. Ils essaient vraiment, ils travaillent main dans la main. On les a même vus le deuxième jour faire une simulation de course roue dans roue. Ils ont fait 2 fois 10 tours. Alors 10 tours d'abord avec Dovizioso devant pour montrer un petit peu des choses à Petrucci, et puis ensuite 10 tours où Dovi a suivi Petrucci pour regarder et analyser un petit peu le comportement de la moto avec des pneus usés. Donc l'un et l'autre ont dit que c'était vraiment très enrichissant de voir voilà sa moto qui fonctionne. On peut regarder ce qu'on a voilà étudié tout ça. Donc ils ont été super contents. Daligna était aussi content de leur travail. Voilà, il y a un nouveau châssis qui est pas encore validé, mais globalement Dovizioso a dit que la moto était mieux qu'en fin de saison dernière. Et bon, on sait que l'an dernier tout le monde s'accordait à dire dire que la Ducati était la meilleure moto. Donc impressionnant. Alors est-ce que ça se fait des favoris d'eux pour le début de saison? On va prendre un petit peu des pincettes pour les histoires de pneus dont on a parlé, de température de piste, et puis aussi parce que les Honda, elles étaient quand même pas au top. Il y a des chances que effectivement on ait une nouvelle bataille entre Marquez et Dovizioso, mais attention, on va pas enterrer Yamaha. Vinales, je l'ai dit, a très bien roulé sur ses essais. Il est content des progrès de la moto, même s'il trouve qu'elle manque encore un peu en accélération par rapport à la Honda et surtout par rapport à la Ducati. Mais bon, si Yamaha perd pas le fil, et surtout si Vinales n'est pas trop en court-circuit comme ça lui arrive de l'être un peu trop souvent, il devrait être là. Rossi, on sait pas trop. On rappelle qu'il a bientôt 40 ans, donc c'est quand même de plus en plus dur pour lui. Et puis attention à Suzuki. Rins a fait de très bons essais, il a fait une très belle simulation de course, aussi performante que celle de Vinales. Il a fait des bons chronos, il a régulièrement été aux avant-postes. Le dernier jour, il a pas profité de la matinée pour faire claquer un temps, mais sinon il était deuxième les 2 premiers jours. C'est un pilote à suivre. Alors c'est vrai que sur le papier, cette année, Honda a quand même les 2 pilotes qui ont remporté tous les titres de champion du monde depuis 2010, excepté le titre de Casey Stoner en 2011. Mais sur cette première séance d'essai, il manquait Lorenzo qui s'est cassé le scaphoïde le mois dernier en s'entraînant. Et puis on avait un Marquez qui revient d'une opération de l'épaule qui était beaucoup plus compliquée ce qu'il imaginait et ce que les chirurgiens imaginaient aussi. Il était parti pour une opération d'1 heure, il est resté 4 heures au bloc. Il a raconté que à peine avait-il été anesthésié que son épaule est sortie toute seule de son logement. C'est dire qu'elle ne tenait plus, donc il y avait vraiment les tendons, ligaments, beaucoup de dommages. Donc une grosse opération et une grosse rééducation. Il a refait de la moto en fait qu'à Sepang. Il avait fait une petite sortie, mais juste pour faire des vidéos sur un circuit en Espagne. Donc c'était voilà, il a eu du mal à faire 2-3 tours d'affilée. Le deuxième jour, il a failli même renoncer à participer à la 3e journée parce qu'il était enflammé, ses ligaments étaient enflammés. Finalement, au 3e jour, il a réussi à faire 6 tours d'affilée, c'était un peu mieux, mais en tout cas, il est pas prêt pour le premier Grand Prix. Alors, il espère que d'ici un mois, ça va rentrer dans l'ordre. Il sera quand même pas à 100%. Après, bon, il y a 3 semaines entre le premier Grand Prix et le deuxième, donc ça devrait aller. Il y a 19 Grands Prix, il peut se permettre de lâcher un petit peu des points sur le début de saison. Le problème, c'était aussi pour travailler sur la moto, il y avait beaucoup de choses à essayer. Il y a
beaucoup de choses au niveau de la stabilité du train avant qu'il n'a pas pu tester parce qu'il pouvait pas pousser sur les freins. Crutchlow, qui lui revenait lui aussi de blessure, était pas en super forme. Néanmoins, bon, ils ont quand même pu essayer pas mal de choses. Nakagami était là, Stéphane Bradl aussi. Voilà, on a une moto qui cherche à gagner de la puissance avec une nouvelle entrée d'air, une nouvelle boîte à air. Globalement, elle a l'air de pédaler, même si elle n'est pas encore au niveau des Ducati, mais bon, elle a quand même gardé son équilibre et donc on n'est pas inquiet pour Honda. On devrait avoir aussi une belle saison chez eux. Chez Yamaha, encore un petit peu en retrait. Même si Vinales a fait le 4e temps et pensait pouvoir faire mieux, il a également fait une très belle simulation de course, une des meilleures avec Rins, dont on reparlera tout à l'heure. Surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'on a encore des discordances dans le discours entre Rossi et Vinales. Vinales plutôt enthousiaste, Rossi un peu moins. Il dit que la moto doit encore évoluer et on sent surtout qu'ils sont pas tout à fait d'accord sur la direction à prendre. Donc voilà, est-ce qu'on va suivre plutôt Vinales, est-ce qu'on va suivre plutôt Rossi? Chez Yamaha, on a fait du ménage au Japon, on a créé une nouvelle structure, on a engagé de nouveaux ingénieurs. Il y a aussi une structure pour développer l'électronique en Europe qui est un peu plus indépendante. On essaie d'amener du sang neuf pour revigorer tout ça. Ça, c'est un point sur lequel les deux pilotes sont d'accord. Il y a une bonne ambiance, il y a des gens qui travaillent, qui sont motivés, donc bon, on espère que ça aille dans le bon sens. En tout cas, il va falloir bosser parce que chez Ducati et chez Honda, on n'arrête pas de le faire. Bon, chez Yamaha, on notera aussi la très belle, une fois encore, les belles performances de Franco Morbidelli qui a roulé sur les talons de Vinales, qui a devancé Valentino. Voilà, lui, il est calme et serein, il se régale sur cette moto. Et je pense qu'on va. Alors, est-ce qu'il va faire ce qu'a réussi à faire Zarco, à voir, mais en tout cas, il est impressionnant. Et même notre petit Français Quartararo, lui aussi a bien roulé. Il a quelques dixièmes de Morbidelli. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Lui, il était un petit peu en difficulté sur les phases de freinage. C'est pas que ça va très vite. En bout de ligne droite, il y a quand même 50 km/h de plus que sur sa moto 2, donc il y avait des choses à ajuster. Mais bon, il progresse, il fait pas d'erreur et c'est aussi très très prometteur pour cette saison. Alors chez KTM, on a beaucoup travaillé, beaucoup de choses à essayer sur la moto. Alors pas des changements radicaux, mais des petits détails pour améliorer l'accessibilité, pour permettre aux mécaniciens de travailler plus vite, de gagner du temps sur les changements de réglage, c'est aussi important. Une nouvelle selle, une nouvelle aéro. On a travaillé la position de pilotage parce que Johan s'était plaint lors de sa prise de contact avec la moto au mois d'octobre. Là, il a une moto sur laquelle il se sent mieux. On a aussi travaillé sur le train avant avec le châssis, les suspensions. Tous les pilotes disent qu'il y a un meilleur feeling, un meilleur ressenti, de meilleures informations avec le train avant. Donc ça on gagne de confiance. Johan était content de ne pas être tombé, contrairement à ce qui s'est passé sur les tests en Espagne. Voilà, il sent mieux. Il était heureux d'être descendu sous la barre des 2 minutes. Bon, malheureusement, les autres aussi ont progressé, donc il est 17e sur la feuille, c'est relativement moyen. Il est encore à plus d'1 seconde et demie, mais il est devant Paul Espargaro. Ça, c'est plutôt encourageant. On sent que chez KTM, on commence à écouter, à suivre la direction qu'aimerait prendre Johan, qui est un peu à l'opposé de celle de Paul. Paul, c'est un pilote qui, avec une moto basse de l'arrière, on cherche très rigide de l'avant. C'est un pilote très agressif, donc il est capable d'aller vite sur 1 ou 2 tours, mais dès que son pneu est usé, il s'en sort plus. Donc Johan est en train d'essayer d'expliquer à KTM que justement, si on veut gagner des courses, en tout cas si on veut déjà se rapprocher du top 5, même si on rappelle que Paul a fait un podium l'an dernier, mais dans des conditions très particulière. Donc si on veut être régulièrement aux avant-postes, il faut que la moto progresse avec des pneus usés, qu'elle soit capable d'être performante sur la durée d'une course, ce que pour l'instant elle n'est pas. On écoute aussi beaucoup le Team Tech 3, l'expérience de Guy Coulon est importante. Guy qui fait progresser Oliveira, Oliveira qui a roulé pratiquement aussi vite qu'Espargaro. C'est un rookie, c'est une moto pas facile, donc voilà, on cherche des choses différentes et avec 4 motos, avec l'expérience de Tech 3, de nouvelles idées. On sent que ça bouge et on sent qu'on a envie d'y arriver aussi chez KTM, donc à suivre. Bon Michel, tu termines sur KTM, tu termines sur Hervé Poncharal. On peut en savoir un peu plus sur Hervé. Tu es allé le rencontrer du côté de Bormes-les-Mimosas.
au siège de Tech 3. Voilà, on est passé dans les bureaux de Tech 3, effectivement, on l'a un peu questionné, donc là aussi c'était avant Sepang, donc une vue un peu générale. Les essais l'ont rassuré, parce qu'à ce moment-là il y avait un petit peu d'inquiétude quand même, donc voilà, ça va plutôt dans le bon sens. Là encore, on peut attendre une belle saison, avec de très très bons débuts de Miguel Oliveira sur la KTM. Ouais, et puis une très très belle KTM, une très très belle livrée Tech 3 cette saison. On regarde l'interview d'Hervé Poncharal. Donc on est dans le bureau d'Hervé Poncharal, patron de l'équipe Tech 3. Hervé, tu as une longue expérience des Grands Prix, bien évidemment. Dans quelle mesure tu penses que ces blessures des pilotes Honda peuvent affecter le développement de la nouvelle RCV? Je vais te faire une réponse un peu de Normand, parce que c'est évident que d'avoir des pilotes qui ne sont pas au top de leur condition physique et qui ne sont pas capables de pousser la moto dans ces derniers retranchements, on ne peut pas avoir la même qualité d'information que si jamais tu es en pleine possession de tes moyens. Jorge Lorenzo ne sera pas à Sepang, donc lui de toute façon input et retour d'information zéro. Je pense que Marc, il y a certainement un petit peu de guerre psychologique et de profil un petit peu humble par rapport à sa blessure. Je suis persuadé qu'il est mieux qu'il le dit. Ils ont quand même eu la chance de faire 2 jours à Valence et 2 jours à Jerez avant l'interdiction d'essai qui a couru sur décembre-janvier. Donc de toute façon, ils avaient déjà emmagasiné pas mal d'informations. Je pense aussi que le service course HRC avait anticipé le fait que Marc ne serait pas au top pour les premiers essais de Sepang, puisque cette opération était prévue quand même de longue date. Donc ils ont la chance aussi de pouvoir compter sur un pilote d'essai qui fait vraiment du bon boulot, même si jamais il est un petit peu en deçà au niveau des chronos, qui s'appelle Stéphane Bradl. Alors pour moi, le handicap technique est relativement peu important. Je suis persuadé qu'ils ont déjà quand même bien dégrossi tout un tas de paramètres. Lorenzo a roulé très vite à Jerez, de même que Marquez. On a eu la chance d'avoir des conditions superbes au niveau météo. Donc les 2 jours de test de Jerez ont vraiment été, je pense, intensément utilisés et à bon escient. Bon, c'est vrai aussi que la Honda l'an dernier était plutôt aboutie, contrairement aux années précédentes où il y a eu des problèmes de configuration moteur. Là, donc il ne va pas y avoir a priori des changements radicaux, parce qu'on sait qu'avec la nouvelle, la législation qui est en place depuis quelques années, un moteur, quand il est choisi au premier Grand Prix, on ne peut plus le changer. En tout cas, on ne peut plus changer ses spécifications jusqu'à la fin de l'année. On a vu Suzuki qui a galéré, Yamaha aussi en 2018. Donc il ne faut pas faire d'erreur. Il ne faut pas faire d'erreur, mais encore une fois, on est là face à une équipe qui est ultra chevronnée, qui a une énorme expérience. Marc Marquez est quelqu'un qui, non seulement en tant que pilote, mais c'est quelqu'un de très très intelligent, qui sait exactement ce qu'il veut. Je suis persuadé qu'ils ont, sur les dernières courses, essayé pas mal de configurations différentes. Nakagami, en tant que pilote japonais, a aussi participé, je pense, au dégrossissement et au déblaiement de toutes les possibilités qu'il y avait. Et pour en avoir un petit peu discuté avec Marquez sur la fin de saison, je pense qu'ils étaient déjà sur une très 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 bonne base après les derniers essais de Jerez. Quoi qu'il en soit, attaquer une saison en n'étant pas à 100%, c'est jamais bon. Je me souviens d'Olivier Jacques et ses débuts en 500 qui se blesse à Sepang. Ça l'a pénalisé toute l'année. Ça, c'est évident que de toute façon, on a vu le niveau d'implication physique qu'il faut pour amener une MotoGP au bout de son potentiel. On a vu la grille qui est excessivement serrée, des fois on se bat au millième près. Donc le fait que les 2 pilotes vedettes de chez Honda, Lorenzo, Marc Marquez, et le meilleur pilote indépendant de chez Honda, Karl Crutchlow, soient blessés, c'est de toute façon un handicap. Maintenant, là on parle d'être à 100% pour les premiers essais de Sepang. Ils n'y seront pas, mais ils ont quand même la capacité, à mon avis, avec Marc et Cal, parce que je suis persuadé que Cal va rouler, plus Nakagami, de bien travailler à Sepang. La séance suivante au Qatar, ils seront de toute façon mieux physiquement. Et puis maintenant, on a des saisons qui font 19 courses, donc je ne vois pas Marc se contenter de finir un top 5 au Qatar, mais même s'il finissait top 5 au Qatar, le championnat serait loin d'être bouclé pour eux. Et ils savent, et Marc et Lorenzo mieux que quiconque, qu'un championnat, ça se gagne aussi à la régularité. Donc on a des pilotes baissés chez Honda. Chez Yamaha, on est encore un peu en période de turbulence. A priori, il va y avoir un changement de project leader.
On a cru comprendre que Tsuda était sur le départ. Est-ce que tout ça, ça pourrait pas profiter à un certain Andrea Dovizioso chez Ducati qui a fait une fin de saison, enfin une belle saison encore et qui lui est en pleine forme, avec une Ducati qui elle aussi semble être encore l'épouvantail de ce championnat 2019. Je pense que pour en revenir 2 petites secondes sur Yamaha, il y a une chose nouvelle, c'est que Morbidelli va avoir une moto 2019 avec les mêmes spécifications techniques et a priori les mêmes évolutions que Rossi Vignales. Donc là, il va vraiment y avoir 3 pilotes qui peuvent travailler sur le développement avec un matériel aux mêmes performances. Et je pense que Morbidelli il va être un peu le chien dans le jeu de quilles Yamaha. Il va pousser très très fort, à mon avis, Rossi et Vignales. Ça va leur faire un petit peu drôle, je pense, aux 2 pilotes officiels Yamaha, parce que à un moment donné, si le 3e larron, comme a pu le faire Johann Zarco dans le passé, mais lui, il était sur une moto figée qui avait 2 ans d'âge, mais si Morbidelli peut les pousser et les faire sortir un petit peu de leur zone de confort dans laquelle peut-être des fois ils se cantonnent un peu trop facilement, ça peut les aider. Et je pense que l'équipe Yamaha, à mon avis, va être très très forte en 2019, c'est évident. Le meilleur package technique, moi je ne suis pas pilote, je ne roule pas sur les motos, mais j'ai eu l'occasion de passer 2 jours au bord de la piste aux derniers essais à Jerez fin novembre. Et franchement, quand on est au bord de la piste, sans être en pilote, mais en ayant un petit peu l'œil et l'habitude de voir les pilotes et les motos rouler, la Ducati m'a bluffé. Que ça soit avec un Lorenzo, avec un Petrucci, un Miller et même un Bagnaia au guidon, c'est incroyable comme cette moto est stable au freinage, comme on a l'impression le moteur qui était très puissant mais très violent dans le passé est maintenant devenu un moteur qui reste une référence absolue en puissance brute, mais qui est maintenant, qui tracte, qui est hyper doux à l'accélération. La moto se comporte très bien à l'accélération, on ne la voit pas cabrer, on ne voit pas le pilote se battre avec. Et franchement, du bord de la piste, moi, les 2 packages techniques qui m'ont le plus bluffé, c'était la Suzuki, notamment avec Mir au guidon, qui est un rookie, et que je voyais faire des trucs que normalement seul un vieux briscard est capable de faire sur une moto GP, où il a poussé dans ses retranchements et on le sentait à l'aise et avec de la marge. Et puis la Ducati, vraiment, je pense que tous les techniciens Ducati emmenés par Gigi Dall'Igna ont fait un boulot incroyable. Et pour moi, le package technique le plus abouti, le plus performant, ça reste la Ducati. Un dernier mot, Hervé. Tech 3 cette année, c'est KTM. On a parlé de Johann Zarco. Qu'est-ce que tu penses qu'il va pouvoir faire, Johann, avec cette moto? Je pense que Johann, il a compris. C'est évident que les premiers tours d'Euro à Valence, ça a été certainement un choc et pas un choc très très agréable pour lui, parce que il est arrivé avec ses sensations de la Yamaha, sur laquelle il se sentait parfaitement bien, et il s'est attendu à au moins être dans les mêmes chronos que Paul Espargaro, voire devant. Ce qui était loin d'être le cas. Il a fait 2 chutes. C'est un pilote, personne n'aime chuter, mais lui qui aime vraiment, vraiment pas chuter. Donc il a compris beaucoup de choses. Jerez, il avait déjà pris le mode d'emploi et une attitude bien différente de Valence. Mais il faut qu'il comprenne que de toute façon, le package technique qu'il a à sa disposition aujourd'hui, il va beaucoup évoluer, mais qu'il faut que ce soit lui qui donne la direction. Il faut qu'il travaille de manière vraiment constructive avec tous les ingénieurs qui sont autour de lui et qui attendent ses commentaires pour pouvoir savoir dans quelle direction aller. Donc c'est un tout autre travail que d'être pilote satellite. Ça ne sera pas évident au début parce qu'il faut ravaler un petit peu son orgueil. Il faut se dire les pole positions, les podiums, c'est peut-être pas tout de suite faisable, mais j'ai un challenge différent. Et s'il se met psychologiquement dans ce moule-là, je pense qu'il a la capacité de travail, il a la vitesse sur la moto et l'intelligence pour pouvoir fédérer cette équipe autour de lui. Pour finir, moi je dirais qu'on a eu la chance d'avoir Andrea Dovizioso en 2012 chez nous, qui sortait de l'équipe officielle Honda, qui est arrivé dans une équipe satellite avec une moto figée de 2 ans d'âge. Et il a fait un boulot incroyable, ce qui lui a permis de signer chez Ducati, comme le fait Johann maintenant. Et à l'époque, Ducati était loin d'être la moto qui est celle qui est aujourd'hui. C'était une moto un peu rétive, une moto difficile, une moto un peu agressive. Et à force de travail, d'abnégation, être capable justement de fédérer le groupe Ducati, Andrea Dovizioso, avec tous les gens autour de lui, en a fait la meilleure moto. Donc c'est un petit peu ce challenge que Johann va avoir à gérer. Et il faut qu'il prenne un petit peu cette aventure de Dovizioso à la sortie de Tech 3 jusqu'à 2017-18 où il se retrouve à bagarrer pour le titre. C'est ce chemin-là et cette attitude-là qu'il faut qu'il ait en tête. Merci Hervé. Puis on se retrouve à Sepang, enfin après Sepang, et on verra comment se sont passés ces premiers essais. On aura eu chaud. Bon Michel, merci pour ces débriefs sport. On sera ici chez MV Agusta à Dieppe pour une émission complète.
Mais cette émission, vous pourrez la découvrir vendredi après-midi à 16 h très exactement. Et puis, on vous réserve plusieurs surprises pour cette émission. Allez, on y va? Allez, c'est parti.